Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir Fanny Guinochet, journaliste éco à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et bonsoir Olivier Ravanello. Bonsoir. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir dans Chaque Voix compte la guerre technologique, intelligence artificielle, drones, lasers à haute intensité. Ce conflit au Moyen-Orient marque une rupture technologique dans l'histoire des guerres. Le champ de bataille est transformé, le coût de la guerre aussi. Et nous en parlons ce soir avec vous, Margot Valin-Sénéchal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'AMIAD, l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. Merci d'être avec nous, aux côtés du général Dominique Trinquant. Bonsoir, ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Merci d'être là, général Trinquant. Et bonsoir Alexandra Saviana. Bonsoir. Grand reporter à l'Express en charge des questions de défense. Merci d'être là. Et puis nous serons aussi en direct tout à l'heure depuis Toulouse. Avec vous, Jérémy Caussade, vous êtes PDG et fondateur de la start-up Aura Aero qui développe en ce moment les futurs drones de l'armée française. Olivier, quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir ? Je vais vous parler de la France. Elle est sauvage, la France. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, question sur les prix de l'énergie, parce que cette guerre est aussi devenue une guerre de l'énergie. Les infrastructures pétrolières et gazières continuent d'être bombardées. Comment contenir la flambée ? Les réunions s'enchaînent, mais les prix, eux, continuent de monter. Et nous en parlerons tout à l'heure avec Agnès Pannier-Runacher, ex-ministre de la Transition écologique et députée Renaissance du Pas-de-Calais. Chloé Lecoq, économiste et présidente de l'Association des économistes de l'énergie. Et vous, Fanny Guinochet ? Oui, parce que carburant, gaz, le coût de ce choc énergétique s'alourdit de jour en jour. Et nous reviendrons aussi, bien sûr, sur les élections municipales, dans cet entre-deux tours, à 3 jours du second tour désormais. Journal de campagne, ce sera tout à l'heure avec Marco Pommier. Vous pouvez bien sûr, vous aussi, interroger nos invités ou nous faire part de vos réflexions. Vous flashez le petit QR code qui est là et c'est Olivier Ravanello qui nous transmet tous vos messages. Voilà pour le menu de ce soir. Mais vous pouvez vous installer confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. Nous sommes au 20e jour de cette guerre au Moyen-Orient et un constat s'impose depuis plus de 3 semaines maintenant. C'est une autre guerre qui se déroule sous nos yeux, une guerre où l'on ne voit quasiment pas de soldats, pas de corps, pas de sang, mais on voit des drones, des lasers et des images qui paraissent tout droit sorties d'un jeu vidéo. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, une première question. Est-ce que, pour vous aussi, Dominique Trinquant, cette guerre marque une vraie rupture technologique ? Oui, c'est une vraie rupture technologique au sens où on voit en grandeur nature ce qu'on voyait expérimenter en Ukraine, sur le front entre l'Ukraine et la Russie depuis 4 ans. Mais cette fois-ci, c'est sur une échelle beaucoup plus grande, l'échelle du Moyen-Orient, du Golfe, qui s'étend de plus en plus. Et on voit aussi, le deuxième point, la fragilité de nos infrastructures civiles. On parle du Golfe avec le carburant, le gaz, etc. Et quand on se retrouve face à un régime comme celui des Mollahs, qui cherche à installer le chaos, eh ben, il a le choix des cibles, d'une certaine façon. Et donc, il veut absolument enflammer complètement le Golfe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et dans la guerre asymétrique, la capacité d'un pays qui n'est pas capable de se défendre tout seul, mais de projeter la violence ailleurs, est absolument phénoménale. Quelles sont les principales technologies qui témoignent de cette transformation des pratiques militaires pour vous, Alexandra Saviana ? Alors, 3 semaines. Moi, je trouve qu'effectivement, on est face à un nouvel art de la guerre avec une mise en pratique de ce que l'armée américaine et l'armée israélienne théorisent depuis un moment déjà. On est face à une armée qui est liée au spatial, avec un usage très soutenu des satellites de la part de l'armée américaine, un usage du cyber qui est extrêmement soutenu aussi, notamment du côté de l'armée israélienne, avec un grand savoir-faire, et un usage, on va en parler, de l'intelligence artificielle des 2 pays en fait, qui démontrent tout leur savoir-faire et leur technologie de pointe en la matière. Et pour vous, Margot Valin-Sénéchal, vous qui êtes, je le rappelle, secrétaire générale de l'AMIAD, qui est l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, c'est une agence qui est très récente, qui est très jeune. Cette guerre que vous voyez se dérouler sous nos yeux, elle vous conforte aussi dans votre rôle ? Tout à fait, puisque ça fait depuis l'année 2024 que
le ministère des Armées s'est mis en ordre de marche pour accélérer et arsenaliser l'usage de l'intelligence artificielle de défense sur nos systèmes d'armes au sein des opérations sur le terrain. Et aujourd'hui, on est conforté dans ce choix et cette direction. Et vous nous direz précisément les choix, enfin ce que vous pouvez nous dire bien sûr, il y a du secret défense aussi, vous nous direz les choix que vous êtes en train d'opérer avec cette nouvelle agence. En tout cas, cette transformation du champ de bataille, je le disais, elle s'opère sous nos yeux et dans des centres de commandement où la guerre paraît déshumanisée, où le combat devient technologique et numérisé. Stéphanie Despierres. Pas d'avion, pas de pilote à bord, juste une rampe de lancement. Ces images de propagande montrent, selon le régime iranien, des drones qui partent frapper le Moyen-Orient. L'Irak, l'Arabie Saoudite, Dubaï, Bahreïn, le Qatar sont visés quasi quotidiennement par ces armes nouvelle génération. Bien plus facile à utiliser qu'un missile et beaucoup plus difficile à intercepter car ils volent plus lentement, plus bas. Ils passent donc sous les radars traditionnels. Et surtout, il coûte beaucoup moins cher. Voici le Shahed, le drone iranien le plus connu qui peut voler 2000 km jusqu'en Israël. Son prix, 20 000 € maximum, contre 1 million d'euros pour un missile patriote américain chargé de le détruire. Début mars, les États-Unis ont détruit un navire porte-drone aussi grand qu'un porte-avions. Ce conflit le prouve, côté drone, Téhéran a une longueur d'avance sur les Occidentaux. Depuis juin 2024, ils se sont préparés à cet affrontement, qu'ils ont une industrie, on parlait des missiles, mais ce sont des dronistes extraordinaires. Grâce à la technologie iranienne, la Russie tient encore contre l'Ukraine. Dans cette guerre, les États-Unis ont testé leur premier drone kamikaze, le Lucas, une copie du Shahed iranien. Ils vont bientôt lancer la production en série. Comme son allié, l'armée française essaye de rattraper son retard en investissant dans la lutte anti-drone. L'intelligence artificielle aussi est en train de faire basculer les conflits dans une nouvelle ère. Elle démultiplie les capacités de renseignement et la précision des attaques. À Beyrouth, la frappe israélienne visait cet immeuble, mais plus précisément 2 appartements au 7e et 8e étage, sans toucher les autres. À Téhéran, le 28 février, Israël parvient à tuer l'ayatollah Khamenei, pourtant bien caché. La crise, j'étais impressionné par l'armada et la capacité israélienne de renseignement, de frapper énormément et très vite et très efficacement grâce à un ciblage qui est augmenté par l'intelligence artificielle. Il n'y a que les Israéliens pour l'instant qui font ça. Et c'est très impressionnant, quoi. L'opération de hacking des caméras de surveillance en plein Téhéran, c'est fou. L'Iran utilise aussi de plus en plus l'intelligence artificielle, mais Téhéran s'en sert pour surveiller sa propre population. Alors, je voudrais qu'on se penche d'abord sur l'intelligence artificielle, qui n'avait jamais été déployée à une telle échelle avant cette guerre. C'est même devenu une pièce maîtresse au sein du commandement américain. Alexandra Saviana, comment est-ce que les Américains s'en sont servis au tout début de l'opération ? Alors, l'intelligence artificielle, en fait, elle a plusieurs usages possibles dans ce type de conflit. Elle a notamment un usage, d'abord, c'est le plus évident, de trier les données. En fait, j'ai discuté avec un ancien responsable des renseignements militaires américains qui me disait, moi, je servais plutôt au début des années 2000 et on était noyé sous un flux de données. On n'arrivait déjà pas à les traiter alors qu'on n'avait pas l'amas de données qu'on a aujourd'hui avec Internet, avec les satellites, etc. Pour que le public comprenne bien, les données dont il vous parle à ce moment-là, c'est des données géographiques ? Ce sont des données géographiques, ce sont des données sur les personnes, c'est du renseignement humain, c'est du renseignement technique. Aujourd'hui, il y a du renseignement sur les téléphones portables, sur qui est avec qui grâce aux données de géolocalisation. Et donc l'IA va venir trier ces données et va permettre d'ordonner et aider à la décision. Ça, c'est un premier usage. Et ensuite, il y a un deuxième usage aussi qui est moins attendu. C'est par exemple pour la frappe qui a visé Khamenei. Les États-Unis et Israël ont pu modéliser très précisément par rapport au bâtiment, c'est-à-dire regarder la localisation, regarder le ciment, regarder le type de frappe qui serait le plus efficace et pouvoir tester des scénarios de guerre. Donc c'est un outil d'aide à la décision à minima déjà. Outil d'aide à la décision et sélection des cibles. Et sélection des cibles. J'entends bien. Est-ce que ça demande beaucoup d'hommes ? C'est justement aussi un des avantages de l'IA, ça permet vraiment de réduire le nombre d'hommes. À titre d'exemple, par exemple, une brigade aérienne américaine qui faisait du renseignement devait traiter au début des années 90 avec 2000 soldats justement pour traiter l'IA et trier
traiter la donnée, et trier le renseignement. Aujourd'hui, ce nombre a été réduit à 20. Donc, c'est dire les économies d'échelle incroyables que l'on fait grâce à cet outil-là, qui a malgré tout aussi des risques d'erreur. On va sans doute en parler. Oui, on va en parler. Et donc, on pense notamment à, je vais en parler tout de suite, à cette fameuse frappe. L'éléphant dans la pièce. Voilà, cette fameuse frappe sur l'école iranienne que les Américains ont fait dès les premières heures du conflit. Et donc, toute la question, c'est est-ce que l'aide à la décision est vraiment pertinente ou est-ce qu'à des moments, il peut y avoir des erreurs? Manifestement, c'est déjà un peu le cas. Dominique Trinquant, pour vous, comment est-ce que l'IA est en train de transformer justement ce qu'on disait, la prise de décision militaire sur le champ de bataille? Comme ça vient d'être expliqué par la fusion des données. Oui. Maintenant, attention, l'IA ne fait pas tout, il faut des capteurs quand même. Pour avoir des données, il faut des capteurs. Et là où l'IA joue un rôle extrêmement important, c'est cette profusion de données, d'arriver à les sélectionner, les trier et de faire des propositions extrêmement rapidement. On est dans un monde qui évolue et l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans le milieu civil aujourd'hui. Et donc, les armées adaptent ça. Et je crois que l'important, si vous voulez, c'est d'accélérer le cycle décisionnel parce que toutes les données qui sont données vont vous être proposées en un quart d'heure, là où il fallait probablement dans un cycle décisionnel plusieurs heures pour l'avoir. Et donc, là, vous avez un avantage énorme dans le cycle décisionnel, dans la prise de décision et donc dans l'accélération du processus pour frapper. Donc, quand je vous écoute, je vois deux bénéfices majeurs, c'est l'accélération du temps et la précision. Est-ce que l'IA permet des frappes plus précises? Alors ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai parlé de la fusion des données. Là, vous êtes dans l'utilisation de l'IA sur les cibles, par exemple. On avait des exemples, en particulier les Israéliens, qui avaient la capacité de frapper des cibles et c'était l'IA qui distinguait l'endroit où il fallait frapper. Mais vous avez raison, sur la précision, il y a l'IA qui rentre en ligne de compte parce qu'on arrive à identifier tout de suite que c'est le bon bâtiment, qu'il faut passer par la fenêtre de droite ou la fenêtre de gauche. Vous avez vu ces immeubles dans lesquels on tape sur le deuxième étage en particulier. Un étage en particulier. Mais ça, c'est pas nouveau, ça existait avant. Moi, j'avais été frappé quand j'étais allé à Tripoli de voir les frappes faites par nos hélicoptères français qui n'avaient pas d'IA et qui vous frappaient au 5e étage. On voyait un étage qui était cramé et au-dessus et en dessous, c'était Sauf que pour procéder à cette frappe précise, il avait sans doute fallu des mois de préparation, là où l'IA n'a pris que 15 minutes. Il fallait du renseignement et après ça de la précision. Là, en plus, ce sont des armes qui sont tirées, ce qu'on appelle en stand-off, qui sont tirées de très loin pour ne pas mettre en danger les pilotes ou les drones pour qu'ils ne soient pas détruits. On parle d'aide à la décision, mais est-ce que le processus appartient toujours à l'armée ou est-ce qu'il appartient à l'entreprise qui a développé la technologie? Est-ce que ça vous pose une question éthique? Alors, je passerai la main tout à l'heure, mais ce que j'en sais, moi, je ne suis plus dans les cercles qui décident, mais je sais que l'armée veut toujours qu'il y ait l'homme dans la boucle, que ce soit l'homme qui décide. Ne pas avoir l'erreur. Moi, il y a quelques années, je pilotais un master de quelqu'un qui travaillait sur les drones, donc il y a longtemps, il y a 10 ou 15 ans. Et je me souviens d'avoir interviewé un pilote de drone américain qui pilotait à partir de Tampa, vous voyez, très loin, en Californie, un drone qui était au-dessus de l'Afghanistan. Et il prend sa checklist, et toute la checklist lui dit « c'est bon, tu peux tirer. La voiture que tu as identifiée là, c'est sûrement un rebelle et tout. » Puis par veine, il y avait une patrouille qui passait par là. Il demande à la patrouille de checker. Et en fait, la voiture, elle distribuait des melons. Vous voyez, il vendait des melons. Et il s'est dit là, heureusement que je me suis arrêté à temps. Donc il faut absolument qu'il y ait l'homme dans la boucle. Mais ça pose un problème. Parce que l'homme dans la boucle, c'est plus lent. Et donc, il y a une balance à faire sur la vitesse de proposition de solution, la prise de décision elle-même, et puis le fait qu'on ait toujours l'homme dans la boucle, parce qu'au bout du compte, en particulier quand vous allez tuer des hommes, parce que c'est ça, il ne faut pas se masquer les... Oui. Vous allez tuer des hommes, eh bien c'est aux hommes de décider quand même, ce n'est pas la machine.
Et dans le cas de cette école en Iran dont parlait tout à l'heure Alexandra Saviana, donc je rappelle, une enquête est en cours pour déterminer ce qui s'est passé exactement et qui est responsable. La frappe s'est produite au même moment qu'une attaque contre une base navale qui était adjacente à cette école. L'imagerie satellite montre vraiment que les deux bâtiments étaient proches. Des sources américaines estiment aujourd'hui que l'école a été frappée par erreur en raison de données de ciblage obsolètes de l'agence de renseignement de la défense qui l'avait désignée à tort comme une cible militaire. In fine, est-ce que ceux qui seront responsables de cette frappe, ce sont les hommes du commandement américain ou ceux qui ont mis dans la machine de l'intelligence artificielle des fausses données? J'allais dire un peu des deux, mais pour le cas particulier de l'Iran aujourd'hui, je vais vous dire, les écoles sont systématiquement utilisées par les passedarans qui ne sont plus... Les écoles sont fermées au passage, hein. Il n'y a plus d'école. Donc, les passedarans s'installent dans les écoles parce qu'ils savent très bien que leurs PC vont être ciblés. On sait que ça a été utilisé un peu partout. En Syrie, on se souvient des hôpitaux dans lesquels, dans le sous-sol, il y avait un poste de commandement. Donc, c'est extrêmement difficile. Sur ce cas-là, je ne me prononcerai pas. Mais s'il y avait la proximité d'un PC et une école à côté, et que les Américains eux-mêmes reconnaissent qu'il y a une erreur de ciblage, ça veut dire que les données qui avaient été rentrées dans l'armement n'étaient pas bonnes. Et donc, c'est ceux qui ont rentré les données dans l'armement qui sont fautifs. Margot Valin-Sénéchal, le ministère des Armées a donc fait de l'intelligence artificielle une des priorités de la loi de programmation militaire 2024-2030. Budget dédié 800 millions d'euros. Comment va être utilisé cet argent? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, on s'équipe avec des moyens de calcul. C'est primordial pour faire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le ministère des Armées s'est doté du supercalculateur le plus puissant d'Europe. Ah oui. Donc on va être capable de venir faire entraîner nos algorithmes sur ces infrastructures, puis faire de l'inférence dessus. Il y a également les hommes derrière qui développent l'intelligence artificielle. Ce sera à terme 300 personnes au sein de l'agence. Ah oui. Et puis ensuite, il y a les achats de plateformes, les achats d'algorithmes qu'on va venir poser sur les systèmes d'armes. Et tout ça sera financé sur ce budget. Vous avez commencé à l'automne dernier à livrer des solutions IA aux armées. Ça demande évidemment une formation qui doit être impressionnante pour les militaires eux-mêmes d'abord, et puis, comme vous dites, pour l'entraînement des machines. Quand vous observez la guerre qui a commencé il y a maintenant 3 semaines, est-ce que l'armée, en ce moment, observe aussi la façon dont les Américains se sont servis de l'intelligence artificielle ? La France a sa feuille de route d'intelligence artificielle et on s'y tient. On accélère de semaine en semaine le développement et le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle sur nos systèmes d'armes. Pardon. Non, je vous en prie. Il y a un élément qui peut-être peut venir compléter la réflexion qu'on a, c'est le décalage qu'il y a quand même entre cette hyper-technologie de l'intelligence artificielle et l'arrivée qui a tout changé depuis la guerre en Ukraine du drone, qui, sans vouloir caricaturer, a la technologie d'une tondeuse à gazon. C'est extrêmement rudimentaire. Pour l'essentiel, c'est des pièces civiles. Et on a ces deux armes qui arrivent sur le champ de bataille et qui sont sur le spectre le plus opposé. Ce qui bouleverse aujourd'hui aussi la guerre en Iran, c'est le drone qui est au niveau zéro de la technologie. Non, il est au niveau zéro de la technologie au sens où c'est une aile delta avec un moteur de tondeuse, j'allais dire, enfin on dit tondeuse parce que ça fait un bruit de tondeuse, c'est un moteur d'avion, ça c'est le niveau zéro. Mais en fait, là-dedans, il y a des couches d'intelligence artificielle parce que le drone, on va lui donner la cible qu'il va taper à partir des données donc, qui ont été intégrées dans le système, on va lui donner le profil du terrain. Et dans le Golfe, c'est pour ça que c'est si efficace dans le Golfe, c'est la mer. Et la mer, le drone, il vole à 1 mètre de hauteur. Donc les capteurs, les radars ont beaucoup plus de mal à le percevoir. Et ensuite, la capacité furtive, c'est-à-dire s'il sait qu'il est visé par un autre système, alors je ne parle pas du canon, mais un autre système, à partir de ce moment-là, il peut évoluer. Donc c'est à la fois très rustique
et à la fois très sophistiqués. La meilleure preuve, c'est que les drones changent à vitesse grand V. Quand on dit aujourd'hui dans l'armée française, mais pourquoi on n'a pas de stock de drones? On dit, mais les stocks, ça sert à quoi? Parce que dans 6 mois, ils seront obsolètes. Donc, on en a besoin pour s'entraîner, naturellement, mais il faut avoir la capacité de production par million derrière, mais une fois qu'on sera en opération, en guerre, pas avant, parce que sinon, on va gaspiller de l'argent. On observe vraiment depuis 3 semaines une dronisation de la guerre. Oui, mais... On ne parle quasiment à chaque heure que d'attaques de drones. Oui, mais à cause de la spécificité du théâtre d'opération du Golfe, je viens d'en parler à propos du vol au ras des vagues, mais aussi la défense antiaérienne des pays du Golfe était faite contre les missiles, pas tellement contre les drones. Donc ça perce leur défense. Et donc ils améliorent. On a vu qu'il y a des équipes ukrainiennes qui sont intégrées maintenant. J'allais vous poser la question justement. Ces experts ukrainiens qui sont arrivés au Moyen-Orient, 200 experts en drone qui sont arrivés au Moyen-Orient pour aider à intercepter les drones iraniens. Comment vous avez réagi dans cette espèce d'inversement de l'histoire où l'Ukraine vient en aide à ces pays du Golfe? Mais c'est normal, vous savez, on apprend la guerre par la guerre. Oui. Les Ukrainiens le font depuis 4 ans. Donc ils apprennent, ils améliorent et ils sont capables d'apporter leur savoir-faire et leurs instruments dans la guerre des drones. Juste 2 chiffres. Les Émirats arabes unis ont reçu 2/3 de toutes les frappes et ils ont arrêté 97%. Donc évidemment, quand il y a un drone qui tombe sur un réservoir de carburant, ça brûle, les images à la télévision, tout le monde dit c'est la catastrophe. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'ils s'adaptent, et ils s'adaptent très vite, avec l'avantage qu'ils ont d'avoir un carnet de chèques bien rempli, et donc ils achètent très très vite la technologie ukrainienne. Alexandra Saviana, est-ce qu'une guerre des drones, ça coûte moins cher? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, un drone, c'est 10-20 000 euros. En fait, c'est typiquement ce que disait le général Trinquant sur la question du conflit asymétrique, en fait. Le drone, c'est un outil qui coûte peu cher. Ça veut dire que ce sont des États qui peuvent avoir moins de budget, mais en même temps qui ont quand même besoin d'avoir une masse énorme pour pouvoir attaquer. Les drones, c'est un outil quelque part un peu jetable, on en produit beaucoup et ensuite on frappe avec. Sur la question de la guerre asymétrique, je voulais revenir là-dessus aussi en parlant des drones parce que je pense qu'il y a 2 points à aborder là-dessus. La question de l'attaque des drones et la question de la défense justement. Comment est-ce qu'on se défend face à un drone? Comment est-ce que l'Europe peut se défendre, notamment face à un drone? On a eu la question, notamment quand vous vous rappelez, on a eu ces histoires de paquebots fantômes qui auraient peut-être hébergé des drones qui sont venus autour des infrastructures critiques européennes. On ne sait pas encore d'où ils venaient précisément, mais la question s'est posée de est-ce que l'Europe est prête à affronter ce type de menace? Aujourd'hui, la question est en point d'interrogation. On avait parlé de murs de drones à l'époque, de murs anti-drones à l'époque pour nous défendre. Ça avait fait un peu soulever les sourcils de tout le monde. Donc, il va falloir que ce conflit serve aussi d'inspiration pour nous préparer à d'éventuelles menaces futures. Comment est-ce qu'on gère? Et ensuite, quand on a effectivement un arsenal nécessaire, on parlait de canons justement pour abattre ces drones, est-ce qu'ils sont vulnérables aux cyberattaques, par exemple? Parce que les défenses iraniennes, quand elles ont été attaquées au début de l'opération Fury Epic, elles ont aussi subi des cyberattaques qui les ont en partie probablement paralysées. Ce qui explique que les États-Unis et Israël ont pu pénétrer aussi profondément, en partie, sur leur théâtre d'opération. On a beaucoup parlé et entendu parler de 2 types de drones. Les drones Shahed, qui sont des drones iraniens bon marché, difficiles à détecter? Alors, c'est la matière avec laquelle ils sont construits qui fait qu'ils sont beaucoup plus difficiles. Souvent, c'est des fibres carbone et qui les rendent beaucoup plus difficiles à repérer. Ouais. Est-ce que Donald Trump a sous-estimé les capacités de l'Iran dans ce domaine? Mais plus que les drones, qui ne sont jamais qu'un outil, il a sous-estimé la volonté des Pasdaran d'aller jusqu'au bout. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, de mettre le chaos, et on met le feu à tout. De toute façon, on s'en fiche, nous on ira au ciel. C'est leur religion qui leur dit ça, et le guide suprême. Et donc, je pense que c'est ça qui a été sous-estimé. Cette volonté et... Le deuxième point, la décentralisation du commandement. En fait, ils ont installé ce qu'on appelle la mosaïque, et donc ils décident à peu près partout,
Et donc, quand vous avez un système décentralisé qui est un peu kamikaze d'une certaine façon, c'est difficile. Et en plus, quand il dispose de moyens tels que les drones, parce que les missiles, on en parle un peu, mais il n'y en a pas tant que ça, des missiles iraniens. Et il y en a beaucoup qui ont été détruits parce que ça a été justement la cible. Quand vous cassez un lanceur, on ne lance pas un missile. Le drone, vous mettez ça sur votre pick-up et vous le lancez. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc on parlait des drones Shahed. L'armée américaine a déployé sa propre copie du drone Shahed après en avoir capturé un il y a plusieurs années qui s'appelle le Lucas. Le Wall Street Journal annonce aujourd'hui que les États-Unis ont décidé d'en produire en masse. Et au milieu de tout ça, il se dit beaucoup que nous, les Européens, nous sommes très en retard. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est du bashing? Je pense que c'est vraiment une idée reçue au sens où la France a mis très très longtemps à accepter les drones, mais qui n'étaient pas du tout cela. Les Reapers, vous savez, les drones. Et on discutait, est-ce qu'on doit les armer, pas les armer, etc. Et c'était, pardonnez-moi, une guerre de boutons. Ce qu'on dit dans l'armée, une guerre de boutons. Les aviateurs n'avaient pas envie de se voir remplacer les pilotes par des drones. Donc ça a été cette guerre-là. Maintenant, ils ont battu leur coule, puis ils ont compris que c'était complémentaire, qu'il fallait le faire. Ça, c'est les drones stratégiques, j'allais dire. Vous voulez bien que je vous présente un nouveau drone? Le drone Nbata. Ouais. Bonsoir Jérémy Caussade. Merci d'être en direct avec nous ce soir depuis Toulouse. Vous êtes le président fondateur d'Aura Aero, qui est une start-up toulousaine qui vient de créer une filiale entièrement dédiée aux militaires. Et vous êtes notamment en charge de développer une gamme de drones pour les armées françaises et pour l'exportation. Et vous développez ce drone baptisé Nbata qu'on va voir à l'écran. Quelles sont ses spécificités ? Merci pour l'invitation. Nbata, c'est un drone mâle, donc moyenne altitude, longue endurance. Donc c'est un drone qui fait à peu près 2 tonnes de décollage et 17 mètres d'envergure. Et le but de ce drone-là, c'est un peu dans la même catégorie que les Reapers, un petit peu plus petits. C'est de donner finalement toutes les capacités de ces drones-là à faire de la surveillance armée, de la surveillance maritime, éventuellement d'avoir des capacités d'armement sous voilure et de pouvoir faire finalement 3 choses qu'on demande à ces drones-là. De la persistance, c'est-à-dire rester très longtemps sur zone et possiblement en état armé, transporter des charges utiles jusqu'à 1 tonne, et enfin, on le dit souvent, fournir de l'électricité à un certain nombre d'objets volants qui peuvent faire de la contre-mesure ou d'autres enjeux électromagnétiques. Vous êtes dans quelle phase de développement ? Alors nous, on est originellement un constructeur d'avions qui s'est créé en 2018, et une des caractéristiques qu'on a, c'est de pouvoir aller vite. Le sujet des drones mâles est un sujet dans lequel effectivement on est légèrement à la peine parce que c'est une taille d'avion, d'objets volants intermédiaires. Donc c'est pas du haut du spectre, c'est du bas du spectre dans lequel on doit faire de la masse dans des quantités suffisantes à des coûts réduits. Et donc où c'est qu'on en est ? Dans le cadre de la compétition DGA qui a été lancée et annoncée en 2025, on est en train d'assembler le premier prototype pour voler sur 2026. Et l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir livrer les forces à partir de 2028. Ce sera une conception 100%, alors peut-être pas made in France, mais made in Europe ? Oui, exactement. C'est dans les principales caractéristiques de ce drone-là qui nous semble absolument importante pour les drones de maintenant et de demain. C'est la première d'être ce qu'on appelle ITAR-free, c'est-à-dire non dépendante des règles de protectionnisme américain, d'une part. Et deuxièmement, une petite subtilité pour ce drone-là, certifié. Le drone mâle a aussi des applications civiles et la logique de certification par une autorité européenne, l'EASA en l'occurrence, nous permet d'imaginer des utilisations et des coûts à l'heure de vol très efficaces, en se calquant finalement sur tout ce qu'on sait dans le domaine civil. Bon, vous devinez ma dernière question. Combien ça coûte ? C'est difficile à répondre à l'heure actuelle. On est en train d'y travailler. Juste peut-être pour rappel, la compétition dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est une compétition dans laquelle il faut voler en 2026 avec un certain nombre de caractéristiques dans le cadre de la compétition DGA. Et à l'issue de cette phase-là, on espère qu'il y aura une phase 2 dès l'année prochaine, une phase donc industrielle. Et là, pour le coup, l'idée, c'est de répondre aux spécifications. La philosophie générale d'Aura, c'est de répondre aux besoins des forces, de l'armée de l'air évidemment, de la marine et aussi de l'armée de terre. Merci infiniment d'être venu nous présenter ce nouvel appareil ce soir, Jérémy Caussade. Je rappelle que vous étiez en direct de Toulouse. Dominique Trinquant, toute dernière question. Une guerre technologique, ça coûte beaucoup plus cher ? Ça coûte beaucoup plus cher, oui, parce qu'il y a beaucoup de développement à y faire. Les munitions coûtent extrêmement cher. Quand on parlait de la concentration des forces américaines, tout le monde me disait ça coûte cher. Je dis tant qu'ils ne tirent pas, ça va. À partir du moment où ils se mettent à tirer, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ce qu'on dépense en argent, on l'économise en vie humaine aujourd'hui ?
Alors, de notre côté, oui. Le but n'est pas d'économiser les vies humaines de ceux qu'on frappe. Hein. Mais de notre côté, oui, bien sûr, en tirant à distance, en étant plus efficace, en allant plus vite, bien sûr, on économise nos vies humaines dans des pays, il faut le rappeler, qui sont en train de mourir démographiquement. Hein. Nos pays européens sont en train de mourir démographiquement. Donc, évidemment qu'on a intérêt à économiser sacrément nos vies humaines. Alors Donald Trump a dit cet après-midi qu'il n'y aurait pas de troupes au sol en Iran. Est-ce que, Alexandra Saviana, cette guerre serait la première sans boots on the ground, comme disent les Américains, mais sans soldats sur terre? En tout cas, Donald Trump y a intérêt parce qu'il a lancé une guerre contre ses promesses de campagne. Contre l'opinion. Contre l'opinion aussi. On se rappelle que c'est quand même le président qui a été élu en disant qu'il arrêterait les guerres et qu'il arrêterait notamment les guerres au Moyen-Orient. Donc il n'a aucun intérêt à déployer des boys de nouveau au Moyen-Orient. Mais la question, c'est maintenant comment va-t-il faire pour se sortir de l'ornière dans laquelle il s'est lancé. Dominique Trinquant, vous avez une réponse? Non, mais il semblerait qu'il ait pris le chemin de mettre des boots on the ground, puisqu'il a la 31e Expeditionary Force des Marines a quitté Okinawa. Elle est à 15 jours, alors je n'ai pas calculé depuis, mais elle doit être à 12 jours à peu près d'Ormuz. La 82e Airborne Division est en alerte à Fort Bragg. Donc on a l'impression que quand même, il s'avance un peu là-dessus. Cet après-midi, il a encore dit non. Hein. Oui, mais il est un peu entraîné. Moi, je dis depuis le début, c'est la guerre de Netanyahou, en fait. Ça fait 20 ans qu'il se prépare à cette guerre. Si on ne détruit pas le régime des Mollahs à Téhéran, on continuera à avoir les problèmes avec le Hezbollah, le Hamas, etc. Donc, il va taper au cœur. Il a réussi à entraîner M. Trump là-dedans. M. Trump, lui, cherche une porte de sortie. Je ne sais pas quelle porte de sortie il va trouver, à part un show sur Fox News. Je ne vois pas très bien comment il va s'en sortir. En tout cas, cette révolution technologique dont on parle depuis tout à l'heure, je voudrais vous faire écouter quelque chose. C'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui en parle le mieux. Écoutez-le, c'était avant-hier à Londres, il s'exprimait devant la Chambre des communes. Le monde restera-t-il un endroit où les gens vivent à la surface, sous le soleil, et non sous la terre, sous le béton, simplement pour rester en sécurité? C'est à nous de le décider. Le monde est entré dans une époque totalement nouvelle, une époque de drones et d'intelligence artificielle. Personne ne peut prédire où cette évolution nous mènera. Est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi tous les trois? Où est-ce que ça nous mènera? Oui, non, mais bien sûr. La technologie, mais pas seulement dans l'armement, hein, dans la vie. Je veux dire, l'intelligence artificielle, tout le monde se pose la question aujourd'hui. Où est-ce que ça va nous mener? La difficulté, bien sûr, c'est que quand on joue avec de l'armement létal, c'est quand même un peu plus dangereux. Donc oui, on peut se poser cette question-là, et en particulier sur les cycles décisionnels qui risquent d'aller trop vite pour l'homme, et donc avec des erreurs d'appréciation et de décision. Alexandra Saviana. Avec une sensation de course en avant, malheureusement, mais quand on est confronté justement à un adversaire qui s'arme, on est obligé de s'armer en retour pour comprendre ce qu'il fait en face, et aussi pour pouvoir se défendre, c'est la dissuasion. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus ce soir dans Chaque Voix compte en parler avec nous. Merci également à Jérémy Cossade depuis Toulouse. Dans un instant, nous, on n'a pas de pétrole et figurez-vous qu'on n'a pas non plus d'idée pour faire baisser son prix. On va parler de la flambée des prix de l'énergie, réunion à Matignon, à Bercy, à Bruxelles. Aujourd'hui, on va en parler avec nos trois prochains invités. Mais avant cela, c'est Quelle histoire? Et c'est Olivier Ravanello. Bon, Emmanuel Macron a diffusé il y a quelques heures un clip qui s'appelle « France is Wild ». Et c'est une communication pour le moins iconoclaste. C'est ce que vous nous dites ce soir, Olivier. Absolument. Et avant de faire un long discours, on va commencer par regarder cette vidéo de 30 secondes postée sur le compte très officiel de l'Élysée.
Alors que voit-on dans le détail? On l'a remonté au ralenti pour. Oui, parce que là, ça va vraiment vite, c'est un stroboscope. Vous avez des équipements militaires français les plus pointus, le Rafale, des sous-marins, un porte-avions. Vous avez du largage de matériel aussi, de vivres à vocation humanitaire. Des opérations héliportées les plus complexes de nuit. Vous avez de l'aérospatial avec la fusée Ariane et avec l'astronaute Sophie Adno qui est sur une station spatiale internationale en ce moment. Vous avez une centrale nucléaire, symbole de l'indépendance énergétique de la France. En ce moment, ça résonne particulièrement. Vous avez une Renault Alpine électrique, symbole de la mobilité d'avenir, mais aussi de la continuité d'une marque Alpine qui, dans les années 60, faisait de la compétition en rallye. Et puis vous avez le TGV, évidemment, fleuron d'un secteur dans lequel la France, depuis 40 ans, est leader. Alors, il y a ce nom aussi, Wild. Wild en anglais, ça veut dire sauvage, mais dans le sens de qui a été préservé, qui est encore indompté, qui est libre. C'est ça, Francis Wild. Mais quel est le message politique? C'est de dire qu'on est des sauvages? Non, c'est pas qu'on est des sauvages. Et en termes de sens politique, il n'y en a pas. Enfin, pas au sens traditionnel. Lorsque vous avez un président qui veut faire passer un message sur les réseaux sociaux, et on voit par exemple une vidéo qui a été faite au moment du voyage d'Emmanuel Macron en Chine, vous avez un message politique qui correspond à une situation, à une thématique. En l'occurrence, Emmanuel Macron, on entend dans cette vidéo des extraits de son discours prononcé pour qualifier la relation franco-chinoise, l'économie, les perspectives de développement. Là, on est totalement sur autre chose. Regardez, c'est un montage qui est très cut, très rapide, qui ressemble à une bande-annonce d'une série ou d'un film. C'est un mélange d'images qui a un impact rétinien. En fait, ça ne livre pas un message, ça laisse une sensation. La sensation de puissance, de maîtrise, d'innovation et de progrès, d'enthousiasme aussi et de détermination et de patriotisme. Au fond, c'est de la com corporate, comme certaines entreprises peuvent le faire lorsqu'elles parlent de leur marque. Lorsqu'on vous vend un parfum, on ne vous dit pas « ça sent bon », on vous raconte une quantité d'autres choses, on vous fait passer une sensation. Là, c'est un peu la même chose. La marque en question, c'est la France. Et le slogan, il est en anglais parce que cette marque, elle a vocation à être entendue et ce message, il a vocation à résonner à l'étranger, à être entendu par des étrangers. Par qui? Par des Russes, par des Américains, par des Chinois, par ces grandes puissances qui, comme Trump ou Poutine, considèrent que la France d'Emmanuel Macron les gêne et surtout qu'elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Mais ce message-là, cette vidéo, elle est là pour dire que la France reste une grande puissance, qu'elle est libre, qu'elle est indépendante et qu'elle a les moyens de ses ambitions. En fait, ça reste un message très gaullien et on s'inscrit parfaitement dans la séquence très gaulienne dans laquelle le président est depuis un mois. For sure, Olivier. For sure. Merci, Olivier. La question qui fâche, c'est tout de suite. Et on accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Bonsoir. Députée Renaissance du Pas-de-Calais, ex-ministre de la Transition écologique. Merci d'être là aux côtés de Chloé Lecoq. Bonsoir. Vous êtes économiste, présidente de l'Association des économistes de l'énergie et professeure à Assas. Merci d'être là également. Le prix du pétrole est donc monté en flèche ce jeudi sous l'effet des frappes incessantes sur les infrastructures de production des hydrocarbures du Golfe. Le conflit a d'ailleurs franchi une étape en visant massivement des sites de production en plus du stockage et du transport du pétrole et du gaz. Résultat, le baril a pris 7%. Le gaz européen s'est littéralement envolé ce matin à plus 35%. Et chez nous, eh bien, les réunions se multiplient pour contenir ou pas l'augmentation des prix autant que possible. Valérie Brochard. Le premier site au monde de production de gaz naturel liquéfié en flammes. Cette nuit, le complexe gazier de Ras Laffan au Qatar a été touché par des missiles iraniens provoquant des incendies importants et d'autres dégâts considérables, d'après Qatar Energy, la compagnie publique du pays. Une attaque sans précédent qui attise les craintes pour l'approvisionnement énergétique international et fait bondir les prix du gaz. À 8h ce matin, sur le marché européen, le prix du gaz s'est envolé de 35%, faisant grimper le mégawattheure à 70 €. Depuis le Parlement européen, le président de la République demande la suspension des attaques visant spécifiquement les installations énergétiques et prône la désescalade. Cette escalade est inconsidérée. Et je veux dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles
dans ce conflit et une désescalade rapide. Mais les combats ne sont pas près de s'arrêter. Dans un communiqué commun, 12 pays du Moyen-Orient condamnent les attaques iraniennes et réaffirment leur droit à se défendre, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. La guerre continue et avec elle, c'est aussi le prix du pétrole qui augmente. À 15h aujourd'hui, le baril de Brent se vendait à plus de $106. Pour la ministre de l'Énergie, la baisse des prix dépend uniquement du rétablissement de la circulation dans le détroit d'Ormuz. L'urgence, et c'est ce que fait le président de la République, c'est de porter des initiatives et de tout mettre en œuvre pour débloquer ce détroit de façon à retrouver une situation la plus normale possible. Non, le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle. Pourtant, entre fixation des prix ou baisse des taxes, nombreux sont les pays européens comme la Grèce, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne à avoir mis en place des mesures pour soutenir les consommateurs d'énergie. Le ministre de l'économie a réuni les principaux distributeurs de carburant à Bercy. Mais la France a-t-elle suffisamment de leviers pour faire baisser les factures ? Ah oui, c'est toute la question, Agnès Pannier-Runacher. On a l'impression d'une multiplication des réunions en France depuis le début du conflit au Moyen-Orient, avec à l'arrivée toujours le même constat. On n'a pas les moyens d'aider les consommateurs face à la hausse des prix. Donc ce sera ni baisse des taxes, ni chèque énergie ? Alors, attention, d'abord, je pense qu'il faut agir sur la cause de l'envolée des prix. Et c'est pour ça qu'il est si important de débloquer le détroit d'Ormuz et de baisser la pression sur le marché pétrolier. Et c'est tout l'enjeu, ça n'a pas été rappelé dans ce reportage, du déblocage de 400 millions de barils de pétrole, des stocks stratégiques. Ces 400 millions de barils de pétrole qu'on est en train de sortir des stocks stratégiques, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça prend un peu de temps. Et là, on commence à voir ces barils de pétrole arriver. C'est une annonce qui avait été faite la semaine dernière, mais dans les faits, dans les faits, en les fait, stocks stratégiques sont toujours dans les stocks. Pétrole. Non, il faut pousser le pétrole. Ça prend du temps de remonter. Moi, j'ai géré une crise du carburant assez majeure il y a 3 ans. Vous avez fait appel aux stocks stratégiques à l'époque. Pour remonter le pétrole dans les pipelines. Et donc, le temps que ce pétrole arrive effectivement sur le marché et qu'il puisse être ensuite distribué dans les différentes stations de distribution, vous avez un délai. Et c'est en train d'arriver. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, débloquer le détroit d'Ormuz. Vous savez que la France a pris sa part. Elle positionne des unités de défense stratégique pour contribuer à ce déblocage, c'est évidemment essentiel. Troisième mesure, et je pense que c'est important qu'on se le dise, c'est la décision qui a été prise, mais qui est en fait une réactivation de ce qu'on avait fait aussi au moment de la crise pétrolière, qui est de plafonner le prix de l'essence et le prix du diesel. Donc Total s'était engagé à le plafonner à 1,99 €. Ils ont un peu bougé 1,99 mais ça, € pour les... c'est pas une décision de l'État, c'est impossible. Non, c'est les distributeurs qui s'y sont engagés. Pardon, c'est une négociation, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Moi, je sais, pour avoir négocié avec Bruno Le Maire cette mesure, avec Patrick Pouyanné, président de Total, c'est une mesure qui est directement issue d'une discussion avec le pouvoir politique. Ça n'arrive pas comme ça par hasard. C'est dur à obtenir ? Oui, bien sûr que c'est dur à obtenir, puisque vous demandez à un acteur économique de ne pas passer complètement les prix. Donc c'est plutôt contraire aux règles du marché. Donc c'est une forme de régulation et c'est un effort qui est fait par l'entreprise. D'autres acteurs de la grande distribution ont également indiqué qu'ils allaient réduire au maximum leur marge. Il se trouve, parce qu'on a expérimenté pendant les différentes crises du carburant, que lorsqu'on a voulu plafonner le prix du carburant et plafonner le prix du carburant quand vous êtes totalement dépendant pour votre approvisionnement de l'étranger, ça revient en fait à plafonner le prix des marges. Parce que le reste, la matière première, vous l'achetez sur le marché. Et si vous ne la prenez pas, quelqu'un la prendra pour vous au meilleur prix. Et plafonner le prix des marges, on s'est aperçu que ça avait tendance en fait à fixer le prix au niveau de ces marges. Donc ceux qui ont des marges plus élevées arrêtent, donc vous risquez de réduire l'approvisionnement, et ceux qui ont des marges en dessous, vous se collez au prix maximum. Donc en fait, c'est plutôt contre-productif. Le problème du plafond, oui. Donc on a quand même, parce qu'on a déjà essayé un certain nombre de mesures, aujourd'hui un gouvernement qui a appris de toutes ces précédentes crises et qui prend aujourd'hui des mesures qui sont les plus effectives sur un marché dont je rappelle que nous sommes dépendants à 99%. Et moi, ça faisait des mois que je disais il faut accélérer la transition énergétique.
Vous savez que malheureusement, l'extrême droite, une certaine partie de la droite était, je dirais, précautionneux, voulait ralentir. Et moi, je disais, ce n'est pas qu'un sujet climatique, c'est un sujet géopolitique. Une crise éclate au Moyen-Orient, j'avais cité le Moyen-Orient, les prix s'envolent, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout ce qu'on a fait en électrification, aujourd'hui, pèse dans la balance. Et les Français qui ont eu le temps de s'électrifier, qui ont été accompagnés par l'État, sont les moyens. Beaucoup moins sensibilisés. Non, je ne veux pas vous laisser dire ça. Le leasing social, il est orienté vers les classes les plus modestes. C'est une voiture à 100 € par mois et ça coûte moins cher. Pour ceux qui ont réussi à l'obtenir. Oui, il y a eu beaucoup plus de demandes que d'offres. Oui, mais il y a aussi une demande qui a été mise. Aujourd'hui, vous avez 1 million de véhicules qui permet effectivement d'être protégés. Et tous les discours anti-voitures électriques, aujourd'hui, on en mesure l'impact. Et tous les gens qui ont fait le jeu des fossiles auront des comptes à rendre. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que je lisais que beaucoup de concessionnaires ont organisé des portes ouvertes le week-end dernier et qu'on a assisté à une ruée des clients vers les véhicules électriques. Chloé Lecoq, on parlait à l'instant de la libération des réserves stratégiques qui avait été annoncée la semaine dernière, qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Donc, pardon, ça va être là la bonne nouvelle, c'est là qu'on va voir l'effet à la pompe, parce que ça avait été annoncé comme un moyen de contenir la hausse. La bonne nouvelle, c'est-à-dire que, ils vont continuer. Certains des consommateurs, ils ont besoin Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont devoir consommer, et je pense que c'est important. Il y a l'élasticité pour certains, l'élasticité prix est quand même très rigide. Mais il va peut-être y avoir un effet d'aubaine, un effet. Mais je ne pense pas que ça va être la solution. Je suis assez d'accord pour qu'il faut qu'on réfléchisse sur le long terme. Là, on réfléchit tous à chaud sur qu'est-ce qu'on doit faire sur le prix à l'instant T. Et c'est vrai qu'on peut essayer de trouver des solutions de court terme, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur le long terme et au niveau européen aussi. Ça me paraît très important. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi des réunions à Bruxelles. Fanny Guinochet, dans la réunion qui a eu lieu cet après-midi à Matignon, ce matin à Matignon et cet après-midi à Mercy, il a été question d'un accompagnement ciblé, parce qu'il y avait des professionnels de plusieurs branches autour de la table. Ça consisterait en quoi ? Flou, hein. Pour l'instant, c'est assez flou. On nous dit ça, mais la question de l'accompagnement ciblé, c'est comment on procède. Effectivement, il y a quelques années, il y a eu, vous vous souvenez, une aide pour les gros rouleurs. C'était en fonction du revenu. C'était un chèque carburant, donc c'était pour les gens qui travaillaient et qui qui avaient besoin, ce que vous faisaient plus de 15 qui avaient plus de X kilomètres par jour. 15 kilomètres par jour, c'était ? Qui étaient à plus de 15 kilomètres de leur bureau et qui en avaient besoin tous les jours. Voilà, mais c'est vrai que c'est très difficile de mettre un curseur, mais on va avoir des professions, une infirmière libérale, les artisans, enfin toutes ces professions, mais vous avez aussi comment on fait face à un retraité, face à un aidant qui va aider son parent retraité. Alors c'est hors du champ du travail, mais donc on sait que la question du carburant, elle est extrêmement complexe, et sensible. En plus vous avez les ruraux, les gens qui habitent en ville. C'est pas juste des tableaux où on dit il y a ceux qui font autant de kilomètres et puis ceux qui ont tant de revenus. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est la difficulté de ce ciblage. Et c'est ce qui fait que souvent on tombe à côté. Et surtout, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, Madame la ministre, la députée, vous disiez, on a expérimenté plein de solutions, on sait. Mais aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est même pas tant les solutions, c'est qu'on n'a plus d'argent. Quelle que soit la solution, on n'a pas l'argent pour engager une solution d'aide. Et d'ailleurs, on le voit bien, on le voyait dans votre reportage, tous les autres pays européens sont venus en appui à leur population pour essayer. Nous, effectivement, on fait la réserve des stocks, on participe à ce collectif où on lâche des stocks stratégiques de pétrole, et on fait des contrôles sur les stations-service. Mais pour le reste, on n'a pas la marge de manœuvre budgétaire. Et toutes les solutions qui ont été mises en place auparavant, et effectivement, l'État en a expérimenté un certain nombre, que ce soit le plafonnement, que ce soit des chèques carburant, ça a coûté quand même très très cher aux finances publiques. Ça se chiffre à chaque fois en milliards d'euros.
Peut-être 2 rebonds sur ça. Il y a des mesures qui ont été prises par d'autres pays, mais je veux quand même les remettre en perspective. L'Autriche autorise les distributeurs à augmenter le prix à la pompe uniquement 3 fois par semaine. Je veux dire, ce n'est pas une mesure de plafonnement. Oui, non. L'Allemagne l'autorise 1 fois par jour. Ça, c'est les mesures qui ont été prises par nos voisins. Oui, mais l'Allemagne Donc, est en train d'étudier une taxe sur les surprofits des groupes pétroliers. Ils sont en train d'étudier, comme nous sommes en train d'étudier. Aujourd'hui, on étudie en ce moment en France une éventuelle taxe sur les surprofits. Nous sommes en train d'étudier des mesures ciblées. On sait tous que les agriculteurs ont des consommations importantes, que pour les pêcheurs, c'est un élément de leur compte de résultat qui est énorme. Donc, pas de carburant, pas de bateau. Je veux dire, ils ne prennent. Moi, j'ai été ministre de la Pêche, donc je connais bien ce sujet-là. Et aujourd'hui, les mesures qui ont été prises ont permis de plafonner dans un certain nombre de stations-service le prix de l'essence et le prix du diesel dans des proportions qui ne sont pas très éloignées de celles de nos voisins européens. Je veux le redire ici parce qu'on a tendance à penser que tout le monde a pris des mesures. Moi, quand je regarde des mesures qui sont prises aux Philippines, etc., c'est le télétravail, vous voyez. Donc, personne aujourd'hui dans le monde, dans les pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, ne savent en réalité bloquer le prix du pétrole. Et donc, soit c'est une dépense publique qui, quelque part, sera remboursée par le contribuable, soit effectivement, ce sont des mesures qui sont des mesures où on va voir avec les entreprises à s'assurer qu'elles ne profitent pas de la crise et à limiter leurs profits. On parle beaucoup des particuliers. Je crois qu'un calcul a été fait aujourd'hui sur l'augmentation. Ça représente à peu près 60 € en moyenne de plus par mois pour un budget dans une famille. Qu'en est-il des professionnels du transport qui, pour eux, ont un impact de cette augmentation bien plus important. Fois 100, fois 1000 peut-être. C'est ça, mais dont on parle assez peu au final. Oui, mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce choc, il a une particularité, c'est qu'il est homogène pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un choc de compétitivité. Les entreprises françaises ne sont pas plus impactées que les entreprises espagnoles, italiennes, allemandes avec lesquelles elles sont en concurrence. Et ça, c'est essentiel parce que, effectivement, la manière dont ça va se traiter par une diffusion dans les prix et donc probablement une augmentation de l'inflation si la crise dure. Parce qu'on est tous, on s'en parlait avant de rentrer en plateau, on est sur une crise qui vient de démarrer. On a assez peu d'éléments pour nous dire si ça dure 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, plus. Ça, c'est important. Et autre élément intéressant, si on prend la crise ukrainienne, on a vu comment un choc qui était à l'époque encore plus important, parce que là, c'est 40% des livraisons du gaz qui ont été mis en danger en quelques jours. Donc vraiment, on tirait le tapis sous les pieds de l'économie européenne. Eh bien, on voit aujourd'hui, alors qu'on a toujours la guerre en Ukraine, que l'économie s'est adaptée. Donc l'économie, elle a aussi une capacité de résilience. De résilience, de réadaptation. On voit bien que dans le pétrole, l'Arabie saoudite étudie d'autres routes. Enfin, la machine s'est mise en place pour essayer de parer cette situation de restriction de l'approvisionnement. Chloé Lecoq, quand on entend des reportages dans les stations-service depuis le début du conflit, on entend beaucoup des automobilistes et aussi des partis politiques dire « oui, mais l'État se gave aussi en raison de toutes les taxes qui s'appliquent sur 1 litre d'essence ». Est-ce que c'est juste de dire les choses comme ça? Et parce que dans la même veine, les automobilistes se disent ce que l'État est en train de gagner grâce à cette guerre, il peut nous le rendre. Oui, donc la discussion sur les taxes, c'est toujours un problème. Donc oui, effectivement, pourquoi on paye des taxes? À quoi servent les taxes? Bon, au départ, il faut dire que si on veut aller vers l'électrification, et je pense que là, parce que je suis assez d'accord, là on parle sur le court terme, donc on essaye de mettre du sparadrap. Mais parce que la facture, elle est maintenant dans le portefeuille des automobilistes, voilà, elle n'est pas dans 6 mois. Et donc peut-être qu'il faut compenser, peut-être que maintenant il faut vraiment compenser et essayer, qu'importe, comme on a fait avec la dernière crise énergétique, réduire les taxes, mais il faudrait vraiment avoir une vision de plus long terme, c'est-à-dire qu'on voit bien que même si je suis d'accord, on a fait beaucoup de progrès après la crise ukrainienne, l'Europe, ils ont changé, on a investi dans les terminaux, mais par exemple, on a investi dans les terminaux, dans le gaz liquéfié, et puis on est devenu dépendant en fait
du gaz liquéfié et du coup donc on voit bien qu'à chaque fois, il faut vraiment penser sur le long terme et que peut-être que vraiment le problème, c'est bien sur le court terme, faisons quelque chose, mais vraiment sur le long terme, essayons d'avoir des mesures qui nous permettraient d'avoir une indépendance énergétique. On voit bien que la difficulté, c'est toujours la même depuis quelques années, c'est la cohabitation entre la fin du mois et la fin du monde. Vous voyez, les gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui travaillent, qui prennent leur voiture, ils ont certes pas beaucoup pour beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette question, elle est si difficile, elle est aussi sensible politiquement, c'est que, en plus, quand vous allez à la pompe, psychologiquement, vous y allez assez souvent, donc c'est un peu comme le prix de la baguette de pain, vous avez l'impression que vous payez tout le temps, alors que vous avez d'autres dépenses, la taxe foncière ou la taxe qui n'existe qui augmente dans d'autres proportions. D'habitation, c'était une fois par an, bon, vous pouviez la moduler, mais quand même, là, vraiment, les gens, ils ont le sentiment que la hausse que l'on s'est prise, et c'est vrai qu'il y a eu énormément de crises, mais si ce baril reste à plus de $100, enfin 106 ce soir, voilà, voire $110, certains économistes, je parle sous votre contrôle, nous disent mais on n'a rien vu encore, ça va être du $150. Comment on fait si ça dure des mois? Et d'ailleurs, Chloé Lecoq, un baril à $150, c'est un litre à la pompe à combien? 2,50 €? J'ai pas une réponse précise pour vous, mais effectivement, si ça continue à augmenter, il va falloir qu'on ait des mesures d'urgence. Il y a aucun... C'est inévitable. J'ai envie de vous dire, regardez ce qui s'est passé en 2022. On a fait plein de mesures. La France était parmi le pays qui a fait le plus de mesures, qui a dépensé le plus. Oui, sauf que on n'est plus du tout dans le quoi qu'il en coûte. Plus du tout les moyens. Non, et puis surtout, on a appris des choses de ces mesures. Moi, je m'en rappelle, la remise carburant de 15 centimes. En fait, la remise carburant de 15 centimes, elle a conduit beaucoup de Belges, de Suisses, à venir faire le plein chez nous. À aller faire le plein chez nous. Les transporteurs routiers étrangers se débrouillaient pour plutôt faire le plein chez nous qu'ailleurs. On a donc dans un beau renversement de l'histoire, les frontaliers iront faire le plein en Italie là, puisque pendant 20 jours, 25 centimes de moins par litre. Bon. Et vous allez avoir... Et on mettait le même coup de pouce à quelqu'un qui partait en week-end dans sa super voiture et c'est tout à son... Enfin, c'est son problème, c'est son sujet, j'ai rien à critiquer là-dedans, en week-end. Et effectivement, l'infirmière libérale qui devait visiter 10 patients dans la journée et pour lequel cette dépense était très élevée. Donc l'aide ne correspondait pas à ce qu'elle était, capable de faire face. Vous parlez d'aide, il faut faire aussi attention aux annonces qu'on fait. Figurez-vous que ce soir, Michel-Édouard Leclerc plaide coupable d'avoir anticipé à tort une baisse de 30 centimes qu'il n'a pas pu appliquer. Vous lui dites quoi ce soir à Michel-Édouard Leclerc ? Je lui dis qu'on compte sur lui néanmoins pour appliquer la baisse la plus importante qui soit sur ses clients et que ce qui est et on voit, y compris dans cette erreur d'interprétation des marchés, la difficulté qu'il y a et à donner un prix à une matière qu'on ne maîtrise pas. Et je reviens à mon point de départ. Fanny Guinochet, vous avez raison de dire on oppose fin du mois et fin du monde, sauf que si on n'avait pas mis des bâtons dans les roues à l'électrification des véhicules, on aurait un peu moins de problèmes de fin du mois et du fin du monde. Et surtout, aujourd'hui, le véhicule électrique, il s'avère sur les petites cylindrées d'occasion moins cher que la voiture thermique. Et ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité pour les ménages modestes et moyens. Et un certain nombre de think tanks se sont réunis hier pour faire des recommandations. Et ce qui est intéressant, c'est la première de leurs recommandations, c'est de dire surtout pas de mesures généralistes qui vont freiner à nouveau notre capacité à sortir de notre dépendance aux fossiles, alors que nous sommes pieds et poings liés à des pays aussi fiables que la Russie, que ceux du Moyen-Orient et que désormais les États-Unis, alors que nous avons dans les mains de l'électricité nucléaire, renouvelable, peu importe, qui est compétitive en prix, parce que le prix de l'électricité, ça ne vous a pas échappé, a très peu augmenté comparativement. Précisément parce que la politique que j'ai menée, entre autres, avec d'autres ministres ensuite, a augmenté la production électrique.
Chloé Lecoq, un mot quand même aussi du gaz, parce que donc, les frappes visent désormais aussi les infrastructures gazières. Le prix du gaz européen s'est envolé de 35% ce matin. En France, il y a 11 millions d'abonnés au gaz. Quelle incidence et à quelle échéance sur leur facture de gaz? Oui, alors, pour l'instant, ils ne voient rien. Pour l'instant, l'effet de l'augmentation du gaz, on le voit bien sur le marché de gros, mais pas sur la facture, bien sûr, parce qu'on a des contrats avec des prix souvent fixes ou indexés sur le marché de gros, mais à plus long terme. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'effet. Après, on le verra d'ici le mois de mai, peut-être Voilà. Mais ce qui est aussi important, c'est aussi, si je peux rebondir là-dessus, c'est le prix du gaz. Quel est l'effet du prix du gaz sur le prix de l'électricité? Donc ça, c'est aussi très important. Et ça, c'est toujours la question qu'on a bien vu encore. Je prends l'exemple de la crise, la dernière crise énergétique, parce qu'on voit bien qu'il y a un effet aussi de l'augmentation du gaz sur le prix de l'électricité. Et il faudrait veiller en France à être sûr de ne pas augmenter l'électricité. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte pour en parler. On n'a pas fini d'en parler, en fait. Mais tout de suite, on se replonge dans le bain municipal. Nous sommes à 3 jours du second tour et c'est Marco Pommier pour Journal de campagne tout de suite. Bonsoir Marco. Adeline. Je le disais, J-3, elles sont dissipées, les filles sur le plateau ce soir. Elles continuent de parler, le débat continue. J-3 avec une campagne qui se tend, forcément, dans plusieurs villes. On commence par Paris, Marco. Oui, la capitale où le scrutin de dimanche s'annonce très serré. 46% pour Emmanuel Grégoire, 44% pour Rachida Dati, selon un dernier sondage IFOP. Un suspense total et des rebondissements. Ce matin encore, le candidat socialiste a accusé Emmanuel Macron d'être personnellement intervenu pour obtenir le désistement de Sarah Knafo, la candidate reconquête d'extrême droite qui s'était qualifiée pour le second tour. Objectif, aider Rachida Dati dans la course à la mairie de Paris. Que le président de la République ait du temps à perdre à s'occuper de ce type de sujet, d'abord est un peu incongru au regard de la charge qui est la sienne, mais deuxièmement traduit une faute morale majeure. D'une certaine manière, tout est bon pour gagner. Tout est bon pour gagner, y compris les plus grandes forfaitures morales. Une accusation grave, selon l'Élysée, à laquelle Emmanuel Macron a réagi en personne. Il était interrogé ce matin en marge du sommet européen à Bruxelles. Écoutez, ces propos n'ont aucun sens. Ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est pas sérieux. Donc non, je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. La discussion que nous sommes en train d'avoir montre que j'ai largement autre chose à faire. Démenti cinglant aussi de Sarah Knafo ce matin sur X. Elle s'est adressée à Emmanuel Grégoire. Regardez, vous paniquez et sombrez dans le complotisme. Elle termine en souhaitant aux candidats socialistes une excellente défaite dimanche. Bonne ambiance à Paris. Bonne ambiance aussi à Marseille apparemment. Le maire sortant Benoît Payan et le candidat RN Franck Alizio s'affrontent ce soir lors d'un débat sur France 2. Un débat qui lui aussi fait débat. Oui, on en parlait hier dans le journal de campagne. Un duel sans la troisième femme de la campagne marseillaise, Martine Vassal, pourtant qualifiée pour le second tour. Mécontente, la candidate de la droite et du centre a saisi l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel. Et dans un communiqué, elle a appelé France Télévisions au respect des électeurs, du pluralisme et de la démocratie. Elle n'a pas eu gain de cause. Alors comment expliquer cette décision de France Télé ? Eh bien, selon France Télé, justement, le format initial du débat incluait Martine Vassal, sauf que le candidat RN Franck Alizio a refusé sa présence avec cette petite phrase que je vous laisserai juger. Quand on fait OM-PSG, on n'a pas besoin du Havre au milieu. Les Havrais et les Havraises apprécieront, Édouard Philippe aussi. N'est-ce pas ? Donc gros enjeu à Marseille, mais aussi à Nîmes, où la ville pourrait basculer alors soit du côté du RN, soit du côté des communistes. On est dans le grand écart. Au milieu de ce duel, il y a la droite qui tente de ne pas disparaître du paysage nîmois. Oui, dans les arènes nîmoises, 3 gladiateurs candidats. D'abord, Julien Sanchez du RN dimanche dernier. L'eurodéputé a créé la surprise premier avec 163 voix d'avance sur son concurrent communiste Vincent Bouget. Et il se pose désormais en rempart face à la gauche. Je ne veux pas que la ville devienne communiste, je ne veux pas qu'on fasse un bond en arrière de 30 ans, parce que ça a été quand même catastrophique à l'époque pour la ville. Évidemment, le candidat communiste ne fait pas le même diagnostic. Vincent Bouget, lui, est engagé au Parti communiste depuis 2002, depuis le choc finalement du second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. La lutte contre l'extrême droite, c'est donc un combat qui lui tient à cœur. Parce que le deuxième tour propose en fait un choix simple et clair. Il oppose
ceux qui veulent réunir les Nîmoises et les Nîmois à ceux qui veulent séparer, fracturer, stigmatiser et discriminer. Et ce duel pourrait presque faire oublier que la ville est aux mains de la droite. 25 ans que le maire sortant la dirige, sauf qu'il a décidé de passer la main. Son héritier, Franck Proust, a d'abord dû régler ses comptes en interne. Duel de dauphins au premier tour, le premier adjoint contre l'ex-premier adjoint, avant de faire l'union au second tour finalement. Malgré les divisions, le candidat LR veut encore y croire. Mathématiquement, tout est possible. Et j'y crois. Parce que ce soit le Parti communiste ou le RN, ils ont atteint leur plafond de verre. Je dis que la victoire est possible. Je ne dis pas qu'elle est facile, elle est possible. Et si la droite ne remporte pas Nîmes, elle perdrait tout simplement la plus grande ville qu'elle dirige en France. On reste dans le sud, mais cette fois, on va plus vers l'ouest, à Toulouse. Oui. Ça s'annonce aussi très serré. Oui, selon le dernier sondage IFOP, le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, l'emporterait d'un cheveu à 51% contre 49% pour son concurrent LFI, François Pigmal. On est donc dans la marge d'erreur. Pour rappel, François Pigmal a fusionné avec les écologistes pour le second tour. Merci beaucoup Marco. Je vous rappelle que la soirée de ce second tour des élections municipales sera à suivre sur le Canal 8, Public Sénat et LCP de 19h30 jusqu'au bout de la nuit avec Thomas Hugues, Elsa Mondingava et Steve Jourdain avec nos experts, nos invités politiques pour analyser, décrypter et surtout vous donner les résultats dès qu'ils arrivent puisqu'on prendra l'antenne dès 19h30. Voilà, merci à nos invités d'avoir été là ce soir dans Chaque Voix Compte. Merci à Fanny et à Olivier. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Vous la retrouvez également en replay sur lcp.fr. Chaque Voix Compte revient demain à 19h30. Dans un instant, Débat Doc et Jean-Pierre Gracien. Passez une excellente soirée sur la 8.